Citoyennes, citoyens, bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui pourrait être la première détection d'une exolune. Une lune qui gravite autour d'une exoplanète. On verra ensuite que le spatial chinois met les bouchées doubles sur la réutilisation et qu'aux États-Unis, Artemis ressemble au contraire de plus en plus à un bourbier. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. On en parle souvent sur la chaîne, la gravité est une des interactions fondamentales de l'univers à laquelle tous les corps sont soumis. Et pourtant, j'ai entre les mains un objet qui semble la défier. Alors non, je vous rassure, je n'ai pas trouvé une faille dans la relativité générale pendant mes heures perdues. Ce que vous avez sous les yeux, c'est l'Overpen Interstellar de Novium. Ce stylo est conçu pour flotter en équilibre parfait grâce à un champ magnétique. Une superbe idée de cadeau de Noël. Et pour nous, passionnés d'espace, il y a un détail magnifique, il tient précisément à un angle de 23,5 degrés. C'est l'axe d'inclinaison de la Terre. C'est un objet incroyable qui a été élu meilleure invention design par le magazine Time. Il existe en plusieurs finitions inspirées de l'espace comme le Mars Magma ou le Neptune Blue. Novium propose également une version premium qui contient un véritable éclat de la météorite Myo-Nalusta, vieille de 4,56 milliards d'années. C'est littéralement plus vieux que la Terre elle-même. C'est probablement l'objet le plus ancien que vous pourrez jamais toucher. La gamme comprend également le modèle Overpen Future, un stylo 2 en 1 ingénieux qui permet d'interchanger entre plume et roller selon vos besoins, et qui pousse l'angle d'inclinaison encore plus loin. Si vous cherchez une idée de cadeau original pour un passionné d'espace ou de beaux objets, l'Overpen est sûr de faire mouche. C'est un objet unique et durable, j'en ai un sur mon bureau depuis maintenant 2 ans, et il fonctionne incroyablement bien, que ce soit le socle ou le stylo lui-même. Et comme c'est la période des fêtes, j'ai un code promo pour vous. Vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur tous les Overpen du site jusqu'à Noël avec le code HUGOLISOIR. Pour en profiter, ça se passe en description sous la vidéo et en commentaire épinglé. Et nous, on retourne aux actualités spatiales. La détection et l'étude des exoplanètes est devenue un exercice courant, presque banal. 30 ans après la première découverte d'une exoplanète gravitant autour d'une étoile, le catalogue d'objets connus vient de passer la barre des 6000 représentants. Cela a donné lieu à de belles surprises, avec la découverte de planètes très différentes de ce qu'on connaît dans le système solaire. Des Jupiter chauds, des super-terres, des mini-Neptunes, des planètes barbe à papa ou des planètes Icéan. Un véritable cabinet de curiosité cosmique qui ne cesse de s'agrandir. Dans les années qui viennent, on passera très certainement la barre des 10 000 exoplanètes connues. Et le réservoir de découverte est encore très profond. Il devrait cependant être possible de passer à une nouvelle étape avec les premières détections d'exolunes. Le système solaire comporte plus de 200 lunes, certaines plutôt grosses comme la nôtre, et d'autres toutes petites. Cela fait un ratio moyen de 25 lunes par planète. On peut raisonnablement estimer que les autres systèmes ont des ratios à peu près similaires, ou en tout cas qu'ils possèdent beaucoup de lunes. Pour le moment, ces dernières nous sont invisibles. Elles sont très petites. On ne sait pas encore détecter un objet de la taille d'Encelade ou même de Titan autour d'une autre étoile. On commence cependant à s'en rapprocher. Kepler 37b par exemple est une planète qui est à peine plus grosse que notre Lune. C'est la plus petite exoplanète connue. Le pari que peuvent faire les astronomes, c'est qu'il doit exister dans l'univers des lunes géantes qui auraient des tailles bien supérieures à celles de la Terre, et qui pourraient donc être détectées plus facilement. Et c'est justement le résultat qu'une large équipe internationale pense avoir obtenu autour d'une étoile située à 133 années-lumière du Soleil. Présentons déjà la famille. HD 206893 est une étoile un peu plus grosse que le Soleil. Elle n'est âgée que de quelques centaines de millions d'années. À partir de 2015, on lui a détecté plusieurs planètes. Les 2 premières évoluent à bonne distance de leur étoile et sont toutes 2 très massives. L'étoile possède également un disque de débris et peut-être une 3e planète un peu moins massive. Dans un papier récent, l'équipe décrit une nouvelle méthode de détection qu'ils ont appliquée au système, l'astrométrie de grande précision.
L'astrométrie est une science qui vise à mesurer la position et le mouvement des objets célestes. Quand c'est réalisé avec suffisamment de précision, on peut voir des effets intéressants émerger. Une planète et sa Lune orbitent autour d'un centre de gravité commun, même si celui-ci est très en faveur de la planète. Lorsqu'une planète est accompagnée d'un satellite, et surtout si celui-ci est massif, son chemin sur son orbite va donc apparaître très légèrement perturbé. Au lieu de suivre une belle orbite bien circulaire, elle va être soumise à de minuscules oscillations. Ce sont ces dernières qui devraient être possibles de détecter pour mettre en évidence la présence d'une Lune. L'équipe a donc surveillé HD 206893b, la première planète découverte du système, sur des périodes assez longues, s'étendant entre plusieurs jours et plusieurs années. Et ils pensent justement avoir pu mettre en évidence ces fameuses oscillations. Celle-ci trahirait la présence d'une lune de grande taille, faisant environ 40% de la masse de Jupiter. Alors, à ce niveau, on est effectivement sur de la mégalune plus grande que la majorité des planètes du système solaire. Mais c'est normal, c'est un biais de détection. Les premières exolunes à être découvertes seront les plus grosses, car elles seront plus faciles à détecter. Cette observation doit également être confirmée, la technique est nouvelle et il va falloir la raffiner. Les chercheurs qui ont participé à la détection pensent toutefois que l'astrométrie de haute précision pourrait aider à identifier des exolunes de grande taille, et peut-être en affinant la technique, des lunes plus petites que Neptune. Alors forcément, ça nous paraît dingue de dire qu'une lune est petite quand elle fait la taille d'une des planètes géantes de notre système, mais c'est justement ce que nous a appris la détection des premières exoplanètes. Ce qui existe ailleurs peut être très différent de ce qu'on voit dans le système solaire. Et l'univers semble autoriser une très large diversité dans les systèmes planétaires. Personnellement, j'ai déjà hâte de voir l'étape suivante avec la détection peut-être possible un jour de lunes. Cela devrait théoriquement être possible autour de lunes suffisamment grosses et éloignées de leur planète. En Chine, on vient de démarrer un véritable festival de la fusée réutilisable. Le pays vient de tester sa première simili Falcon 9 et il y en a bien d'autres qui attendent dans les starting blocks. La pseudo Falcon 9 en question, c'est la Juche 3 de Landspace. Une entreprise qui s'est fait connaître grâce à sa fusée précédente, la Juche 2, qui a été le premier lanceur au méthane à atteindre l'orbite, coiffant au poteau SpaceX. La Juche 2 est un lanceur léger, capable de placer 4 tonnes en orbite basse. Mais avec la Juche 3, on change clairement d'échelle. La nouvelle venue peut livrer jusqu'à 11 tonnes 8 sur la même orbite, et 8 tonnes en récupérant le premier étage. Cette fusée sera rapidement suivie par la Juche 3E dotée de nouveaux moteurs qui poussera ses chiffres jusqu'à 21 et 18 tonnes, soit grosso modo les mêmes capacités que la Falcon 9. Le premier essai de la fusée de 66 mètres de haut s'est en plus soldé par un succès. Le lanceur est parvenu à atteindre l'orbite basse, même s'il ne transportait qu'un simulateur de masse. En revanche, le voyage retour pour le premier étage a été plus compliqué. Les quelques images qu'on voit du sol évoquent plus un astéroïde impacteur ou une arme qu'un étage sous contrôle. Le tout s'est terminé dans une belle explosion sur un site qui ressemble à un désert. Sur les gros plans, on peut voir que l'étage a loupé de peu un pad d'atterrissage. C'est une bonne nouvelle car cela signifie que la précision est bonne. Même sans aucun contrôle sur la dernière phase de vol, l'étage est tombé très près de sa cible. C'est également une mauvaise nouvelle car le pad d'atterrissage en question a très certainement été endommagé. Et Landspace va avoir une belle session de nettoyage et de réparation à faire avant de pouvoir s'y remettre. Dans un communiqué qui a accompagné le lancement, Landspace souligne les énormes progrès démontrés par ce tir. Premier vol d'un lanceur équipé de moteurs réutilisables, nouvelle technique de soudure de l'inox au laser, premier retour d'étage de haute précision, et maintien d'une communication haut débit avec l'étage pendant toutes les phases du vol. Bon, sauf peut-être les dernières secondes, on imagine. Le New Space chinois bouge à une vitesse folle, et Landspace va très vite être rejoint par d'autres fusées qui vont tenter le même exercice. La Tianlong 3 de Space Pioneer est elle aussi sur un pas de tir en train d'attendre son premier décollage. Avec ses 72 mètres de haut et ses 9 moteurs au méthane, elle est sensiblement équivalente à la Juche 3 en termes de capacité. Le gouvernement n'est pas en reste puisqu'on a vu des images de la Longue Marche 12A avec des pieds et des grid fins, elles aussi complètement assemblées et prêtes à décoller. Ces fusées sont déjà énormes, mais la Chine veut voir encore plus gros. Le pays prépare un lanceur ultra ambitieux pour soutenir son effort lunaire, la Longue Marche 10.
C'est elle qui doit permettre en 2 tirs d'amener un équipage jusqu'à la surface de la Lune. Cette fusée sera partiellement réutilisable, peut-être pas sur les vols lunaires, mais pour d'autres missions. Et comme elle décollera de l'île de Hainan, à l'est du pays, il faudra que ce premier étage soit récupéré en mer. À cette fin, la CAT, une des entreprises d'État du pays, vient de recevoir une barge d'atterrissage. Avec 144 mètres de long pour 50 mètres de large, elle est un poil plus grande que la barge de la New Glenn de Blue Origin, qui est déjà un mastodonte. Malgré des similarités de design, la méthode de capture de l'étage est différente. Dans les mois qui viennent, la CALT installera des mâts et un réseau de câbles en hauteur au-dessus de la barge. Ce sont ces derniers qui devront rattraper l'étage comme une sorte de mécazilla souple. Cela devrait ainsi permettre à la Long March 10 de se passer de pied. Et oui, plus de structure sur la barge, c'est moins de structure sur la fusée. Et la Long March 10 aura besoin du moins de masse morte possible pour atteindre la Lune. Ce n'est pas la seule barge d'atterrissage du pays. En août dernier, l'entreprise iSpace a également partagé des images de sa plateforme d'atterrissage en mer. Avec 100 mètres de long pour 42 mètres de large, elle est destinée à accueillir le premier étage de l'Hyperbola 3, encore une autre fusée au méthane qui ressemble d'assez près à une Falcon 9. Aux dernières nouvelles, cette dernière devrait aussi faire son premier décollage d'ici la fin de l'année. On verra si c'est un calendrier qui est tenu. La densité d'informations en provenance de la Chine est tellement importante qu'on vous prépare une vidéo dédiée sur tous ces nouveaux lanceurs réutilisables. Elle sortira dans quelques semaines, sûrement en format du dimanche. Cette dynamique est en train de surpasser ce qu'on voit aux États-Unis, et au pays de l'oncle Sam, on commence à se rendre compte qu'il va falloir faire des changements pour ne pas être laissé dans la poussière. Surtout en ce qui concerne le programme lunaire. Vous le savez certainement, les États-Unis et la Chine sont dans une espèce de course à la Lune pour déposer des astronautes à la surface de notre satellite. Une sorte de redite de l'épisode des années 60. Le programme chinois avance plutôt bien, mais le programme américain a plus de mal. La Maison-Blanche et la NASA ont proposé une vision très ambitieuse à base d'atterrisseurs lourds. Et maintenant qu'il faut la rendre réelle, on se rend compte que c'est une ambition qui pourrait coûter cher. Lors d'une série d'auditions, le Congrès américain a ainsi laissé entendre un certain mécontentement sur la direction actuelle de la NASA. Mike Griffin, ancien administrateur général de la NASA entre 2005 et 2009, a été invité à témoigner. Il a vivement critiqué le fait de recourir à des architectures qui nécessitent du ravitaillement orbital. Pour lui, c'est ce qui rend l'architecture américaine littéralement impossible. Il appelle purement et simplement à la suppression d'Artemis 3 et de toutes les missions ultérieures, pour repartir d'une feuille blanche. Il pense que les États-Unis devraient essayer de dérouler une architecture de type Apollo+, équivalente à ce que visent les Chinois. La relation entre la NASA et ses partenaires industriels a aussi été critiquée. L'agence offre des contrats dont les calendriers et les budgets sont rarement respectés. Et cela ne semble pas donner lieu à aucune conséquence pour les industriels. Ils continuent de demander et de recevoir plus de temps et plus d'argent. Il y a donc eu des appels devant le Congrès à se montrer plus ferme et à mettre en place un système de conséquences pour les contrats qui ne sont pas respectés. L'agence doit justement en accorder de nouveaux qui vont compter dans le programme lunaire. Elle devrait annoncer dans les jours qui viennent le vainqueur du programme LTV, le nouveau rover lunaire. 3 entreprises sont en lice pour remporter un contrat qui pourrait grimper jusqu'à 4,6 milliards de dollars. La NASA ne devrait récompenser qu'une entreprise, mais cette perspective rend l'agence frileuse. Avec un seul fournisseur, c'est s'exposer à la possibilité de son échec. Si la NASA n'avait eu que Boeing et le Starliner pour accéder à l'ISS, elle se trouverait bien mal au point. Si elle n'avait fait confiance qu'à Collins pour ses nouvelles combinaisons lunaires, elle se serait retrouvée sans option quand le constructeur historique a décidé d'abandonner son effort. Pour ces rovers lunaires, la NASA aimerait donc bien avoir 2 options. Une option principale et une option de secours, qui pourrait rapidement être remise en route en cas de problème avec l'option première. Dans les faits, l'option 1 pourrait remporter 90% de la somme du contrat pour aller rapidement vers une architecture opérationnelle. Et l'option 2 remporterait les 10% restants pour continuer son effort de développement. Cela permettrait à la NASA de conserver une certaine flexibilité au cas où les choses deviennent plus compliquées que prévu, ce qui semble presque toujours être le cas dans les grands programmes spatiaux. Et voilà qui boucle notre épisode d'actualité pour cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de jusqu'à 10% des réductions sur les overpens de Novium grâce au code Gaulisoire. Si ça vous intéresse, c'est disponible jusqu'à Noël et ça se passe en description sous la vidéo.
Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.